4 millions de personnes vivent en situation de handicap en Côte d'Ivoire, selon une projection de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, dans le Talk Afrique, nous parlerons de leurs défis et perspectives. Pour en parler, deux invités sur notre plateau, M. Yacouba Koné, il est le président du CAFSI, la coordination des associations de personnes en situation de handicap du Côte d'Ivoire, et Ete Manuela, elle est artiste, chanteuse et entrepreneur dans l'industrie culturelle et créative. Merci madame, merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, président Yacouba Koné, oui. Vous êtes le président de la fêtière. Oui. Alors, qui est appelé personne en situation de handicap? Bon, dans la pratique, le terme n'est pas bien défini. En fait, le handicap est relatif à l'environnement. Ouais. Voilà, c'est des personnes qui ont des difficultés à s'épanouir dans un environnement hostile. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Si vous êtes en fauteuil roulant et que toutes les dispositions sont prises pour que vous circulez normalement, vous n'êtes pas en situation de handicap. Mais vous pouvez avoir tous vos jambes, mais si ça y est de monter à l'arbre, que vous ne pouvez pas monter à l'arbre, vous êtes une personne handicapée par rapport à ça. D'accord. Donc en réalité, si on veut faire un résumé, c'est des personnes qui ont des déficiences physiques, mentales et autres, qui, en interaction avec leur environnement, ont des difficultés à s'épanouir. D'accord. D'accord, mais il y a une nuance ou c'est une mauvaise prononciation. Que doit-on dire? Personne en situation de handicap ou handicapé? Bon, en fait, la Convention a consacré personne handicapée. Dans la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées, c'est écrit dans le document personne handicapée. Mais il y a des thèmes qui sont arrivés après comme personne en situation de handicap, personnes vivant avec un handicap qui sont acceptées. Mais handicapé n'est pas accepté parce que c'est dévalorisant pour le porteur du handicap. Il faut toujours ajouter personne. Personne valorise. Et comment? Je prends par exemple, vous dites, quand je prends un non-voyant, par exemple, avant on disait c'est un aveugle. Non, c'est dévalorisant. C'est une personne non-voyante ou une personne malvoyante. D'accord. Voilà. Ou bien par exemple, je prends un albinos. On a des prérogatives, c'est un blanc, c'est comme ça. C'est une personne vivant avec l'albinisme. D'accord. Il faut toujours ajouter personne. C'est moins dégradant. C'est moins dégradant, c'est valorisant. D'accord. Voilà. Alors, Ete Manuela, vous êtes artiste chanteuse, vous êtes également dans l'industrie culturelle et créative, c'est-à-dire dans la mode. Mais quelles sont véritablement les difficultés que vous rencontrez d'abord en tant que personne en situation de handicap et en tant qu'entrepreneur? Déjà, en tant que personne en situation de handicap, c'est le regard des autres. Vous venez de dire la mode, qui est un élément très très important parce qu'on touche les strass et paillettes. Donc lorsque vous parlez de handicap et de mode, c'est vraiment pas concevable pour les personnes. Et pour moi, ça doit être concevable parce que toute personne a le droit de pouvoir s'épanouir, de pouvoir montrer qu'elle peut mettre en avant des habits, des vêtements de grands couturiers, des accessoires. Voilà, donc c'est vraiment encore le regard, il y a encore comment est-ce que je peux dire, il y a encore des personnes qui sont un peu en retrait face à cela. Et comment vous le prenez? Moi, je le prends normalement parce que je crois que le combat déjà de la personne en situation de handicap, c'est de s'accepter et de comprendre qu'elle fait partie d'une minorité. Et lorsqu'on dit minorité, ça veut dire que vous devez être les premières personnes à comprendre que pour que la majorité puisse vous accepter, il faille que vous puissiez séduire cette majorité. Donc si vous-même en tant que personne en situation de handicap, vous vous mettez en retrait, vous restez sur les mots, par exemple, vous restez sur le fait que on doit vous dérouler le tapis rouge, chose qui serait normale, mais il faudrait faire comprendre aux autres pourquoi est-ce que vous avez, même si c'est fatigant, mais il le faut pour aller de l'avant selon moi. Alors, Président Yacouba Koné, il est-il encore difficile de vivre normalement
étant en situation de handicap en Côte d'Ivoire? Bon, dire directement qu'il est difficile, ça ne serait pas juste. Dire aussi que c'est facile, ça ne serait pas juste. Mais ce qu'on peut dire, il y a une évolution des mentalités quant à la situation des personnes handicapées. Mais encore, beaucoup reste à faire pour faciliter la vie et la mobilité des personnes handicapées. Par exemple, vous avez les transports en commun qui ne sont pas accessibles, vous avez les infrastructures publiques qui ne sont pas accessibles, mais les regards sont en train de changer. Aujourd'hui, Oui, mais au niveau des transports en commun, par exemple, il y a des places assises pour les personnes en situation de handicap, par exemple dans le bus. Mais quand c'est écrit dans le bus, mais est-ce que quelqu'un veut à ce que ce soit respecté? Exactement. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Par exemple, quand vous prenez les bus du transport en commun, par exemple, il y a des rampes qui sont prévues pour permettre de faire monter les personnes handicapées dans le bus en fauteuil roulant. Mais les bus sont tellement bourrés que le chauffeur a le temps de rouler la rampe. C'est pas possible. D'accord. Maintenant, pour le transport privé, par exemple, lorsque un taximètre voit une personne handicapée arrêtée avec son fauteuil, il imagine le temps qu'il va perdre en faisant monter la personne handicapée et son fauteuil, il trouve que c'est trop long. Dès qu'il jette un coup d'œil et qu'il voit le fauteuil, il accélère. Au-delà de ça, il y a le coût du transport pour ces personnes-là, que ce soit les travailleurs et autres. Par exemple, une personne handicapée qui travaille au plateau et qui vit à Bobo, qui est dans un fauteuil roulant, qui prend un taxi, c'est pratiquement 8 000 francs par jour. Mais vous connaissez le transport des travailleurs en Côte d'Ivoire. Donc finalement, quand on ne fait pas attention, le gars se retrouve à bouffer son transport mensuel en 2 jours. Ça a un coût. Hein. Ça a un coût. Et finalement, s'il veut être un bon travailleur, il est obligé d'investir ce qu'il doit prendre pour s'occuper de sa famille dans son transport. Donc voici un peu. Et au niveau de la santé, il y a beaucoup, le ministère de la Santé est en train de se débattre pour pouvoir améliorer les choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais au niveau de la santé, dans les hôpitaux, il y a des rampes pour les personnes en situation de handicap. Non, précision, il y a des rampes, mais est-ce que c'est fait pour les personnes en situation de handicap? C'est fait pour faire circuler les chariots. Oui. C'est ça d'abord la priorité pour eux. C'est comme quand vous allez dans un supermarché où vous voyez une rampe. Ce n'est pas fait pour les personnes handicapées, c'est fait pour faciliter l'entrée des rampes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais les personnes handicapées en profitent. Mais dans le dispositif, ils n'ont pas encore ancré dans leur dispositif qu'il faut prévoir un dispositif d'accès et que les clients ils ont des clients en situation de handicap. Voilà. D'accord. Alors, Manuela, outre les difficultés citées par le président de votre fêtier, est-ce qu'il existe des mécanismes mis en place, par exemple, pour vous aider à faciliter la tâche dans votre corporation, par exemple, vous en tant qu'entrepreneur? Bon, il faut dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, on réfléchit à déjà sensibiliser, à voir comment sensibiliser, comment expliquer à tout un chacun que on est tous personnes en situation de handicap en devenir, on ne le souhaite pas, mais ne sait-on jamais, comme on le dit. Donc, lorsqu'on vit, il faudrait aussi regarder l'autre, parce que je crois que c'est la différence qui fait la beauté de ce monde. Mais le président Koné a tout dit. En fait, pour moi, être en situation de handicap en Côte d'Ivoire, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Déjà, pour se déplacer, c'est compliqué. Les infrastructures ne sont pas accessibles. Les mentalités aussi sont encore rétrogrades. Et donc, la personne en situation de handicap passe toute sa vie à se battre pour pouvoir trouver sa place et essayer de vivre en fait. C'est extrêmement difficile selon moi. Mais est-ce que quelque part il y a des avancées au moins notables, des choses à féliciter quand même? À féliciter, je crois que le président va nous dire un moment vous en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des dispositions Non, parce que moi je suis confrontée tout le temps à ces difficultés-là. Et comme je le dis souvent, l'inclusion, parce que c'est ce que le président Koné dit, c'est en fait l'inclusion. Et l'inclusion demande à ce qu'on puisse prévoir, à ce que tout le monde puisse pouvoir vivre selon ses limites et ses forces. Mais malheureusement, déjà les infrastructures sont limites pour les personnes dites normales. Figurez-vous, les personnes dites
situation de handicap. Alors, Président, en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux sur les questions de prise en charge des personnes en situation de handicap dans les domaines de la santé, par exemple, de l'éducation, du travail et de l'entrepreneuriat, comme Manuela? D'accord, merci beaucoup. Je pense que si on veut désigner un champion d'Afrique des dispositifs, la Côte d'Ivoire sera champion d'Afrique des tests et des lois. Mais malheureusement, la difficulté qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est l'application de ces tests-là. Par exemple, quand vous avez parlé de la santé, Dieu merci, aujourd'hui, au niveau de la santé, les choses sont en train de bouger. Il y a un plan stratégique national qui est en cours sur l'accès des personnes handicapées à la réadaptation et aux aides techniques. D'accord. Voilà. Et également, aujourd'hui, il y a des travaux sur la prise en compte des personnes handicapées dans le système sanitaire. D'accord. On va saluer cette initiative encourageante du ministère de la Santé sous la houlette du professeur Pierre Demba. Okay. Et au niveau de l'éducation nationale, c'est là encore il y a un peu de difficultés parce que depuis quelques années, il y a eu un projet pilote sur l'école inclusive. Et malheureusement, c'était un projet qui était piloté par une ONG qu'on appelle Société sans barrières et le projet arrivait à son terme. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas encore une disposition de l'État en train de perpétuer le projet. Contrairement aux autres enfants où l'éducation est à la charge de l'État, nous on essaie de comprendre que l'éducation des enfants soit mise à la disposition d'une ONG. Bien que c'est une très bonne idée, nous pensons que les ONG doivent accompagner l'État et l'État non les ONG dans ce domaine-là. Au niveau de l'emploi, il faut que c'est le domaine peut-être où les choses évoluent un peu plus rapidement. Au niveau de l'emploi, il y a eu le décret sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Et ce décret a été accompagné par le décret sur le fonds d'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Et Dieu merci, les organes de gestion du fonds sont en place. Et également, il y a eu... Justement, sur ce point, on a entendu dire qu'il y a une dérogation de 200 places allouées aux personnes en situation de handicap. Alors, comment le recrutement se fait à votre niveau pour permettre à cette personne de prendre fonction? Bon, il faut préciser la chose. Ce n'est pas les organisations qui recrutent les personnes. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui recrute. Il faut préciser. Vous, comment, en tant que fêtière, vous vous organisez pour que le recrutement soit vraiment effectif à votre niveau? Bon, nous, ce que nous faisons, puisqu'en réalité, pour le recrutement... Parce que les candidats ne sont pas soumis à un test comme les personnes... Oui, mais en fait, je vais expliquer. En fait, ce que nous faisons, c'est que pour le moment, le recrutement n'a pas un décret d'application. C'est-à-dire que le recrutement dérogatoire n'est pas institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est la volonté du chef de l'État ou du gouvernement ivoirien de dire cette année on va recruter tel nombre de personnes. Donc, Dieu merci, depuis quelques années avec l'arrivée de son excellence depuis qu'on n'a pas à faire trop de bruit pour que le recrutement soit lancé. Donc, ça nous enlève cette épine-là de chaque fois faire des plaidoyers pour que le recrutement soit lancé. Mais nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est de passer d'abord l'information que le recrutement est lancé. D'accord. Voilà. Ensuite, le test se fait sur analyse des dossiers. Et les éléments qui sont pris en compte dans ce recrutement-là, il y a l'âge, il y a le diplôme, il y a la qualification. Et il y a le type d'handicap. Parce que tous les types d'handicap sont pris en compte. D'accord. Alors, comment faire pour être parmi les 200 personnes à recruter? Je dis ça parce que les personnes en situation de handicap vont nous suivre, vont suivre cette émission, vont se dire, voilà, en fait, déjà, il y a une dérogation de 200 places, comment je fais pour être fonctionnaire d'État demain, étant personne en situation de handicap? Ce que nous pouvons faire, c'est de donner des indications sur la méthodologie. Le reste, il y a une commission qui existe, qui tranche. Mais en réalité, d'abord, le recrutement pour 2024 a été lancé la semaine passée. Mais cette année, il y a une amélioration où les gens n'ont plus trop besoin de venir se déplacer pour venir à Abidjan, les choses se font en ligne. Donc déjà, les gens ont les liens, toutes les organisations ont partagé les liens, même ceux qui ne sont pas personnes handicapées ont partagé les liens aux personnes handicapées qui connaissent. Donc déjà, au niveau de la communication, avant le recrutement était seulement, c'est les gens d'Abidjan seulement qui savaient qu'il y avait un recrutement. Aujourd'hui, avec l'informatique et l'Internet, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est impliquée dans le processus. Ça, c'est une première victoire. Deuxième élément, d'abord, c'est de postuler. Il faut avoir 18 ans au minimum et 42 ans au maximum. Si vous avez un diplôme compris entre le CP et la maîtrise. Au-delà de la maîtrise, si vous avez un doctorat, vous êtes autorisé il y a plus de 40 ans, 45 ans. Donc vous déposez vos dossiers, il y a un groupe de médecins qui vont voir. D'abord, il faut qu'on valide que vous êtes une personne en situation de handicap. Et que votre handicap vous permet de travailler.
ou bien votre handicap est léger, vous pouvez concourir avec les valides. Donc ensuite, lorsque vous allez déposer le dossier, il y a le fait de savoir quel est votre âge, parce que quelqu'un qui est plus proche des 42 ans, donc qui est vers la sortie, est priorisé par rapport à quelqu'un qui a 20 ans, qui a encore beaucoup de temps devant lui. Donc c'est des éléments qui sont pris en compte. Et lorsque à diplôme égal, il faut regarder les difficultés, puisque l'objectif, c'est d'aider les plus souffrants. C'est un peu l'objectif du recrutement dérogatoire. Donc, si vous avez 2 enfants, vous avez 2 personnes qui ont le même diplôme, il y a un qui a 2 enfants et il y a un qui n'a pas d'enfants, il va de soi que celui qui a 2 enfants a plus de problèmes que celui qui n'a pas d'enfants, et ainsi de suite. Donc, mais l'essentiel d'abord, et à la suite, il y a une commission qui est là, interministérielle, qui va statuer sur les dossiers pour valider les éléments qui sont dans le dossier. Donc c'est la commission interministérielle qui valide les dossiers de recrutement. Voilà. D'accord. Vous, Manuela, vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'il y a des dispositions de l'État du Côte d'Ivoire pour vous accompagner dans votre business, par exemple? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu écho de cela. On essaie toujours de se battre comme on le peut. Ma question est de savoir, est-ce qu'on vous met au même niveau que les personnes qui n'ont pas de handicap? Exactement. Par exemple, on nous met au même niveau. Oui, pour les levées de fonds, il n'y a pas de document où on stipule si vous êtes en situation de handicap, si vous êtes femme comme le président le disait, si vous avez des enfants ou pas, l'âge. Il n'y a rien en fait. Vous êtes c'est via la même enseigne. Il n'y a pas d'accompagnement du tout pour les entrepreneurs, à ce que je sache. C'est sur fonds propres que vous fonctionnez? Oui, c'est sur fonds propres. D'accord. Alors, Président Koné, est-ce qu'aujourd'hui, les regards ont vraiment changé? C'est toujours ce regard de pitié, souvent marginalisé. Bon, généralement, comme nous on a l'habitude de dire, il n'y a pas de changement zéro. En fait, les regards ont évolué. D'abord, par l'action des organisations des personnes handicapées et par l'action des institutions internationales qui font évoluer la question. Aujourd'hui, il y a des institutions qui obligent, à travers les financements, à ce que la question du handicap soit prise en compte. Donc, aujourd'hui, les regards ont évolué, vu que, au départ, on voyait le handicap sous un angle médical. Ensuite, sous l'angle de l'assistance. Ensuite, sous l'angle social. Aujourd'hui, on est sous l'angle des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, avec des personnes handicapées qui ont pu, comme Agnès Crédit les appelle, les affranchis du sort, qui ont pu réussir, ils sont devenus des exemples pour les personnes. Par exemple, si toi tu es en train de cacher ton enfant à la maison et que tu vois une personne handicapée qui est devenue médecin, qui est devenue juge, ça t'encourage plutôt, au lieu d'avoir pitié, à dire « Ah, mais mon enfant peut devenir juge ». C'est ça la difficulté, c'était ça un peu la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, avant, quand une personne a un enfant en situation de handicap, il se dit que c'est quelqu'un qui est perdu pour de bon. Peut-être il le voit seulement en mendiant. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, aujourd'hui, sont les pivots de leur famille à travers ce qu'ils font. Que ce soit dans le... Aujourd'hui, vous avez des personnes qui excellent, comme mademoiselle Nuela, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif spécifique pour accompagner ces personnes-là, surtout au niveau des financements et au niveau des passations des marchés. Parce qu'il faut que ces éléments soient pris en compte. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Il faut qu'il y ait, même pour le financement des projets, il n'y a pas de disposition. La dernière fois, il y a eu des rencontres avec l'emploi jeune et certains partenaires. On a relevé du fait que aujourd'hui, lorsque un jeune en situation de handicap postule au fonds emploi jeune, on ne sait pas comment ça se passe, même quelle que soit la qualité du dossier, le financement ne vient pas. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement pour éviter que ces personnes-là deviennent des mendiants. D'accord. Voilà. Alors, Manuela, vous êtes artiste, vous êtes également dans l'industrie culturelle et créative, et vous êtes promotrice d'handicap Fashion Show, un défilé de mode qui met à l'honneur les personnes en situation de handicap. Alors, dans votre secteur, vous avez été sacrée meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire en 2007. Alors, comment définissez-vous le regard des gens aujourd'hui? Vous en tant qu'artiste d'abord et en tant que femme de mode?
Ça. Le regard a beaucoup changé parce que il faut dire que quand on ne me connaissait pas un talent, c'était plus, comme le président l'a dit, dégradant. Les gens se disaient, mais les pauvres parents de cette petite, qu'est-ce qu'elle va devenir, tout et tout. Et lorsque j'ai pu compétir à cet événement-là et que j'ai eu le sacre, ça a tout changé dans ma vie. Les gens ont eu un regard autre, c'est-à-dire le regard de l'artiste. Et c'était plus celle qui avait des problèmes d'handicap. Et de fil en aiguille, ce qui a fait que je me suis inscrite plus dans les ICC, Industrie culturelle et créative, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous, en tant que personnes en situation de handicap, on est vraiment poussé à l'art. Mais l'art avec grand A. Donc, pourquoi ne pas faire valoir cela? Et surtout l'inclusion, parce qu'on est dans un monde où il faut donner la chance à tout le monde. Et que la personne handicapée, en situation de handicap plutôt, doit pouvoir échanger avec la personne non handicapée. Donc pour ça, il n'y a pas mieux que l'inclusion pour pouvoir faire évoluer les activités. L'égalité des chances pour tous, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes également dans l'humanitaire. Oui. L'humanitaire comme... C'est pas un peu trop pour vous déjà? Non, j'ai commencé déjà par l'humanitaire, qui est mon projet de vie. Voilà. Ouais. Parce que ça a été ma façon à moi de pouvoir sensibiliser. Nous, on a fait face en 2017, quand on voulait faire un don. À la base, c'était des kits scolaires pour des enfants. On avait dit qu'on souhaiterait avoir 100 enfants à qui remettre des kits scolaires en situation de handicap. On nous avait dit qu'il n'y avait aucun souci. À notre grande surprise, on a demandé des extraits d'actes de naissance, de photos. À notre grande surprise, on n'a eu que 7 extraits d'actes de naissance. On a posé la question à savoir, mais pourquoi sur 100? Et la plupart nous ont dit qu'ils n'ont pas reconnu leur enfant. D'accord. Voilà, jusque le président Koné a dit, parce qu'il y a plusieurs qui avaient honte de leur propre progéniture. Il y a plusieurs qui se disaient que c'était fichu, donc ça ne valait pas la peine. Ils étaient là, ils attendaient que cet enfant, il puisse finir sa vie un jour. Et donc j'ai dû mettre de ma personne pour pouvoir faire comprendre aux parents, mais si moi mes parents ne m'ont pas caché, si mes parents ont tout fait pour que j'aille à l'école, pour que je puisse réaliser mes rêves, ça veut dire que c'est possible pour vos enfants aussi. D'accord, c'est possible. Une transition facile pour moi. Quels sont aujourd'hui les grands défis à relever dans le secteur de l'entrepreneuriat, au niveau du travail, quand on est personne en situation de handicap? Quels sont les grands défis aujourd'hui, Président? Aujourd'hui, nous pensons que le premier grand défi, c'est l'inclusion des personnes handicapées dans les instances de décision. Ça, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands défis. Si on a réussi ces défis, les autres défis sont des défis secondaires. Parce que tant que nous ne serons pas à table de discussion, tant que nous ne serons pas à la conception des projets, tant que nous n'aurons pas notre avis sur la conception des programmes, ça va se faire sans nous. Et lorsque c'est fait sans toi, et nous disons que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Donc tant que les gens sont en train de faire contre nous, il sera difficile. Donc l'autre défi au niveau de l'emploi, surtout au niveau des fonctionnaires, d'abord c'est l'institutionnalisation du recrutement dérogatoire. Deuxième élément, c'est le reclassement catégoriel des fonctionnaires en situation de handicap. Puisque voici des gens qui ont des difficultés d'abord pour aller au travail. Donc, souvent, moi je vais vous dire, quand vous êtes à diplôme égal, vous êtes dans un service, si les gens ont une promotion à faire, on va prendre quelqu'un qui est arrivé par un concours direct que de prendre quelqu'un qui est arrivé par un recrutement dérogatoire. Donc c'est les éléments qui font que nous savons solliciter auprès de l'État de Côte d'Ivoire que selon un certain nombre de durées, il y a un reclassement catégoriel des personnes handicapées. Aujourd'hui, le défi, c'est d'amener les entreprises privées à épouser l'idée de l'emploi des personnes handicapées à travers les RSE. Donc si on réussit ça, le décret sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé sera une réalité. On reste dessus et on parle des perspectives, Président. La perspective aujourd'hui, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire inclusive avec des personnes handicapées qui ont la possibilité de vivre comme des personnes dites valides. Ça, c'est la perspective que nous avons. Il est encore possible de se faire une place au soleil étant personne en situation de handicap, étant chanteuse, étant entrepreneur, Manuela?
Oui, bien évidemment, parce que, comme vous l'avez dit, déjà le projet du Handicap Fashion Show, les gens n'y croyaient pas et nous avons fait la deuxième édition. D'accord. Et c'est un défilé de mode inclusif, voilà, où on fait défiler sur un MMT les mannequins professionnels qui ne sont pas handicapés et les mannequins en situation de handicap, puis on leur donne une formation. Et quand vous voyez ce show, vous êtes étonné parce que c'est digne des plus grands thés au monde. Donc pour moi, c'est encore possible. Donc, on retient que les perspectives sont forcément prometteuses Oui. pour les personnes en situation de handicap. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous qui vous C'est disons nous merci. qui vous remercions Merci. pour cette télévision inclusive. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de ce Talk Afrique. Restez avec nous. L'information continue sur Medi 1.